Mes très chers amis, bonjour et bienvenue sur Génération Dynamique. Aujourd'hui, nous allons aborder la 5e partie de notre analyse, celle qui s'annonce sans doute comme la plus épique, la plus dérangeante et peut-être même la plus révélatrice. Celle qui vous fera comprendre une chose essentielle, que ce sont souvent les symboles les plus anodins qui cachent les desseins les plus profonds. Regardez attentivement ces deux séquences. D'abord un jeune homme qui, face caméra, affirme être de nationalité Fan. Puis, un groupe d'habitants de Minzik qui s'oppose publiquement à la venue d'un candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Et surtout, la réponse que ce dernier va leur apporter. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle. Je suis citoyen gabonais de nationalité Fan. Originaire de Minzik, natif de Minzik. Je défends les intérêts de Minzik. L'ancien premier ministre, monsieur Alain Claude Bilebise, ne doit pas parler ici à Minzik. On ne veut pas. S'il veut parler, qu'il aille parler chez lui à Makoko. Oui, et ça c'est ça. Et s'il s'entête, nous allons prendre les mesures braconniennes qu'il faut. Oui. On va lui en empêcher de parler ici. Ce système est pire que le premier. Ce sont eux qui empêchent les Gabonais d'avancer. Ce sont eux qui empêchent. Et attention à nos frères. N'oubliez pas que nous devons être unis. L'unité nationale, c'est essentiel. Ce qui se fait là n'est pas normal. On ne peut pas refuser quelqu'un en disant « il n'est pas d'ici ». Je suis de partout. Je suis Gabonais, je suis de partout. Je suis du Haut-Lintem, je suis de la Nyanga, de l'Angounier, du Haut-Togoué. Je suis de partout. Et partout, nous sommes chez nous au Gabon. Partout, nous sommes chez nous au Gabon. Partout, nous sommes chez nous au Gabon. Ceux qui font ça n'aiment pas le Gabon. Et ce n'est pas des vrais Gabonais. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci. On reviendra. On reviendra. À première vue, tout cela pourrait sembler anodin. Un fait divers, un épisode local. Certains diront, ce n'est que de l'actualité. Mais attention, l'actualité c'est toujours le point de départ, jamais l'arrivée. Ce n'est pas la fin de la réflexion, mais plutôt l'ouverture du questionnement. Car, pour comprendre, il faut toujours aller plus loin. Du fait à la théorie, de l'évident au moins connu, de l'apparence au sens caché, de l'opinion à la vérité, et parfois même du passé vers l'avenir. Et c'est ce que nous allons faire ici. Dans le prologue, nous reviendrons sur une question fondamentale. Qui sont les Ekans? D'où viennent-ils? Pourquoi ont-ils migré? Et quelles sont les valeurs qui leur sont les plus précieuses? Dans la deuxième partie de notre analyse, nous verrons comment la colonisation, et plus précisément l'administration coloniale française, aurait brisé l'élan d'un peuple en quête d'unité. Et enfin, dans la dernière partie de notre analyse, nous analyserons ce que cacherait réellement l'appellation de Josué. Un surnom devenu banal, mais qui, à y regarder de plus près, pourrait bien être le masque d'une cause nationale, ou inversement, l'écho d'une quête beaucoup plus ancienne. Avant de parler de leur quête, avant de parler de leur dispersion, il faut d'abord savoir qui sont les Ekans. Le peuple Ekan est une grande famille, un peuple composé d'ethnies, de tribus et de clans. Les Ekans, ce sont les Boulou-Béti-Fan. Chez les Boulous, on retrouve les Ewondo, les Béné, les Mvog et autres. Chez les Béti, les Yébékolo, les Yengono, les Yembana. Et chez les Fans du Gabon, on retrouve les Nkodje, les Eba, les Samengo, les Satekou et autres. Et dans les clans, on retrouve les Ntoum, les Zaman, les Mvaek, les Okak, les Béti. On retrouve le peuple Ekan en Afrique centrale, dispersés sur au moins 5 pays. D'où viennent-ils? Les origines du peuple Ekan divisent les chercheurs, mais grosso modo, deux grandes hypothèses s'affrontent. La première les fait venir du Soudan, dans la vallée de Bahr el-Ghazal, dans la vallée du Nil. Cette source émane de l'explorateur allemand Schweinfurt en 1878. Cependant, cette hypothèse souffre de quelques réserves, car on ne sait pas à quelle période partit-il du Soudan égyptien, à quelle période contournèrent-ils la forêt, et combien de temps dura ce contournement.
voici quelques zones d'ombre et de silence qui persistent. D'où les tenants de la seconde hypothèse, qui, sans contredire la première, ont le mérite au moins d'avoir apporté des éclairages sur l'axe migratoire du peuple Écan. Selon eux, les Écans seraient originaires du plateau de l'Adamawa, et c'est depuis ces terres qu'ils vont entamer leur migration, traverser la Sanaga au XVIIe siècle et se répandre progressivement vers le sud à travers les forêts denses du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo. Pourquoi ont-ils migré? La migration des Écans n'était pas une simple errance, c'était une décision, un acte de foi, de survie et de quête. Ils fuyaient les menaces extérieures, des Peuls, Balichamba, les armées conquérantes d'Osman Don Fodio et surtout la pression islamique. Ils protégeaient leur culture traditionnelle, leurs rites, leurs langues, leurs ancêtres. Et ils cherchaient le sel, les terres fertiles, la paix et la promesse d'un avenir meilleur. Leur marche, lente mais continue, les rapprochait de leur terre promise. À travers leur histoire, on voit une tendance, un profil, un portrait se dessiner. Les Écans semblent être attachés à la liberté spirituelle, animés d'un fort instinct de préservation, fidèles aux ancêtres, conquérants dans l'âme et organisés de manière résiliente. De cela, il ressort que les trois choses les plus importantes pour un Bolo-Bétifan, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, c'est d'abord avant tout son identité, son refus catégorique d'être assimilé ou de se soumettre à des influences extérieures. Ensuite, sa culture, la préservation de sa langue, ses coutumes, ses croyances ancestrales. Rien ne doit disparaître. Et enfin, sa quête, celle d'un lieu à lui, une terre à conquérir, une terre promise, où il serait libre, protégé et enraciné. Une terre où leurs croyances ancestrales pourraient être préservées et transmises sans pression d'assimilation par des forces extérieures. C'est ainsi alors que le peuple Écan se mit en marche. Mais voyez-vous, cette marche allait brusquement s'arrêter. Nous sommes en 1880. Les puissances coloniales européennes débarquent dans le golfe de Guinée. Et avec elles, c'est le début d'une nouvelle ère. Les mouvements des populations sont freinés. Les territoires sont figés. La conférence de Berlin impose des frontières arbitraires. Et la libre circulation est restreinte. Résultat, les peuples sont morcelés, assignés, contenus par des frontières tracées sans âme. Pour les Écans, c'est une véritable catastrophe. Ces membres jadis unis se retrouvent dispersés entre 5 pays. Le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo et Sao Tomé. Le rêve est suspendu. La promesse d'une terre promise s'éloigne. Mais l'histoire, quant à elle, n'est pas terminée. Ce qui nous amène à l'acte 2. 1946, la France sort exsangue de la Seconde Guerre mondiale. Mais en Afrique, une autre guerre s'annonce, celle de la dignité. Les fonctionnaires indigènes et les intellectuels s'unissent. Ils dénoncent la discrimination salariale, l'expropriation foncière. En Guinée équatoriale, les chefs Ndowe, Boubi, Fan s'élèvent contre l'effacement culturel. Ils se dressent pour défendre leurs racines, leurs rites, leurs armes. Ils dénoncent la destruction de leurs croyances et la profanation de leurs sanctuaires. La contestation prend alors une autre dimension. Elle devient spirituelle. Mais cette révolte de l'esprit inquiète, elle dérange, elle fait peur. Face à cette résistance spirituelle grandissante, l'administration coloniale s'alarme. Elle y voit plus qu'une contestation, elle y voit une menace existentielle à sa domination. Alors la répression s'abat, sourde, brutale, particulièrement contre les femmes, jugés trop punis, trop conscients, trop dangereux. Et comme l'époque ne permet plus de briser les corps sans choquer, la France coloniale décide alors de façonner les esprits. L'arme choisie sera subtile, insidieuse, mais redoutable. L'assimilation. L'assimilation, c'est la réponse des autorités coloniales françaises. S'ils contestent, alors intégrons-les, mais à notre image. En 1944, De Gaulle convoque la conférence de Brazzaville. On y promet la suppression du travail forcé, l'assemblée consultative, et on parle d'amélioration du quotidien sans rien céder d'essentiel. Bref, vous l'aurez compris,
il n'y aura pas d'indépendance. On refuse l'autonomie et on parle d'assimilation. 2 ans plus tard, en 1946, la création de l'Union française consacre ce choix. Les colonies deviennent des territoires d'outre-mer. Le droit de vote est élargi à quelques élites, mais l'État colonial français reste lui le seul maître du jeu. Les langues locales sont combattues, les coutumes effacées. La culture française devient alors la norme, le modèle, l'obligation. L'illusion républicaine masque alors une volonté claire, effacer les identités. Pour les Écans, c'est un point de rupture. Le rejet n'est plus seulement politique ou économique, il devient identitaire. On veut faire disparaître leur spiritualité, leur mode de vie, leur structure familiale. Statistiquement, les divorces augmentent, la natalité baisse, les sociétés initiatiques sont interdites, les temples profanés. Les autorités coloniales françaises et leur politique d'assimilation deviennent alors une menace pour leur survie culturelle. Ainsi, le peuple Fan entra en résistance. Ils convoquèrent le congrès de Minzik. Ce congrès, organisé les 26 et 27 février 1947, était un cri d'alarme. Pour la première fois, les Écans s'organisaient politiquement à grande échelle. Ils rejetaient l'assimilation, ils exigeaient la reconnaissance de leurs droits, ils affirmaient la valeur de leur patrimoine culturel. Ce n'était plus qu'une simple revendication sociale, c'était une déclaration d'identité. En 1848, la contestation s'enracine. En Guinée équatoriale naissent les mouvements Elarayon, Ngontan, animés par les chefs traditionnels Fan. Ils réclament la fin des travaux forcés, la suppression des privilèges coloniaux, le respect des rites traditionnels de leurs ancêtres et surtout la réhabilitation d'une guilde, société initiatique sacrée. Face aux Français imposés, les chefs traditionnels appellent à enseigner la langue Fan et surtout à la parler au quotidien. La langue Fan devient alors un rempart, une arme, un acte de résistance, ce qui nous amène à l'union du peuple Fan. L'idée est simple, rassembler les Francs, brisés et éparpillés par les frontières coloniales, en une seule entité. L'Unifan voit alors le jour. Des manifestations transfrontalières sont organisées. Et pour échapper à la répression, des associations comme Soro vont même jusqu'à camoufler leur but réel, la solidarité ethnique. Mais les colons voient clair dans le jeu des élites Fan, et ils les attendent d'un pied ferme. 1972, le rêve se politise. Mathias Nguema, alors président de la Guinée équatoriale, veut donner une forme étatique à l'Unifan. Il demande à l'ONU la reconnaissance d'un État Fan, à cheval sur le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Mais personne ne le soutient. Les Occidentaux y voient une menace à leur contrôle régional. Les chefs d'État voisins non Fan se méfient de cette idée. Ils ne la soutiennent pas. Alors, l'ONU ignore la demande de Mathias Nguema. Le projet s'effondre, le rêve est suspendu, mais la flamme, quant à elle, n'est pas éteinte. Car, tant qu'un peuple est divisé, il rêve de se retrouver. Et tant qu'on veut l'effacer, il cherche à renaître. Ce qui nous amène à la troisième partie, celle de Josué. Et si cette appellation n'était pas anodine, serait-elle le masque d'une cause nationale ou plutôt l'écho d'une quête beaucoup plus profonde? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour analyser cette question, nous nous poserons 3 autres questions. La première, qui est Josué? La seconde, qui était son peuple? Et la dernière, si le général Oligui Nguema est Josué, mais alors, qui est son peuple? Commençons par la première question. Qui est Josué? Josué dans la Bible hébraïque était le successeur de Moïse. Il est à la fois chef militaire, leader spirituel et guide politique. C'est lui que Dieu a choisi pour prendre la relève après la sortie d'Égypte. Non pas pour fuir, mais pour conquérir. Sa mission, conduire un peuple fatigué, blessé, dispersé vers la terre promise. Ce voyage n'était pas qu'un simple déplacement. C'était un passage, celui de l'errance à la promesse, celui de l'humiliation à la restauration d'un peuple. Alors, il guida son peuple par la force stratégique d'un chef militaire.
par la légitimité d'un guide spirituel et par l'obéissance, la rigueur et la fidélité. Chaque pas, chaque conquête, chaque parole visait un seul but, rétablir une nation brisée. Parce que ce peuple, son peuple, avait été esclave, humilié et privé de terre. Parce qu'il fallait lui rendre une identité, une souveraineté, un territoire, et parce que la promesse de Dieu devait s'accomplir. En résumé, Josué, successeur de Moïse, avait pour mission de conduire le peuple hébreu, son peuple, à travers le désert jusqu'à la terre promise, en exerçant à la fois une autorité militaire et spirituelle pour accomplir une promesse divine, restaurer une nation dispersée, stigmatisée, et lui redonner une identité, une souveraineté et un territoire. Ce qui nous amène à la deuxième question. Qui était le peuple de Josué? Le peuple de Josué s'appelait les Hébreux. C'étaient les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, un peuple que Dieu avait choisi, mais que les hommes avaient réduit en esclavage. En Égypte, ils n'étaient plus qu'une main-d'œuvre silencieuse, une menace à contenir. Pendant des siècles, ils furent opprimés, méprisés, déshumanisés. On les réduisit au rang de bâtisseurs d'empires, sans droit, sans voix, sans nom. Ils étaient trop nombreux, trop selon Pharaon. Il fallait les écraser avant qu'ils ne se lèvent. Exode 1.9. Le pouvoir égyptien les percevait comme un danger intérieur. Alors, il les soupçonna, les surveilla, leur imposa un travail forcé. Il brisa leur famille, allant même jusqu'à tenter de voler leur identité. Pourquoi une telle hostilité? Parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils refusaient l'assimilation, parce qu'ils gardaient leur foi, leur langue, leurs coutumes, et parce que, malgré les humiliations, ils espéraient encore. Ce peuple n'a jamais cessé de croire qu'un homme viendrait pour les conduire jusqu'au bout. En résumé, le peuple de Josué était le peuple d'Israël, opprimé en Égypte, marginalisé, discriminé et stigmatisé, car perçu comme une menace en raison de leur nombre et de leur volonté farouche de préserver leur identité et leur culture. Errant dans le désert après leur libération, ils avançaient sous la conduite de Josué vers la réalisation d'une promesse, devenir une nation libre et souveraine et entrer dans la terre promise. Ce qui nous amène naturellement à la troisième question. Si le général Oligui Nguema est Josué, mais alors qui est son peuple? Qui est le peuple qu'il est venu sauver? Qu'il est venu conduire vers sa libération? De quel peuple nous parle-t-on? Est-ce que c'est le peuple gabonais dans son ensemble? Ou est-ce plutôt le peuple Ekan? Plus précisément, le peuple Fan. Posons ensemble un tableau comparatif entre la mission de Josué, le peuple gabonais dans son ensemble et le peuple Ekan. Et abordons certains critères. Tout d'abord, la dispersion géographique. Le peuple gabonais est-il dispersé? Il y a des Gabonais de la diaspora, oui, mais bon, on ne peut pas tellement dire qu'il est dispersé. Le peuple Ekan, quant à lui, est-il dispersé? Oui. Il est réparti entre 5 pays aujourd'hui et séparé par des frontières. Deuxième critère, la stigmatisation identitaire. Au Gabon, d'accord, les Gabonais sont stigmatisés par les étrangers. Bon, voilà, la stigmatisation, elle est modérée. Par contre, pour le peuple Ekan, le sentiment de stigmatisation sur les Fans est fort et il ne vient pas de nulle part. Après la conférence de Berlin et l'instauration des frontières coloniales, les Fans se sont retrouvés dispersés, éclatés entre 5 pays, forcés de cohabiter avec ceux-là même contre qui ils avaient longtemps combattu. C'est ce qu'on a appelé avec élégance le vivre ensemble. Mais en réalité, ce fut souvent une méfiance partagée, une cohabitation imposée plus que choisie. Encerclés, isolés et parfois rejetés, les Fans ont dû apprendre à survivre dans cet environnement hostile. Et c'est de cette nécessité qu'est né un principe devenu pilier de leur identité collective, l'Obangam. Un mot qui veut littéralement dire « on se protège, on reste soudés, on ne laisse personne derrière ». Obangam n'est pas juste de la solidarité. C'est une philosophie de survie, une stratégie de protection dans un monde qui les regardait avec défiance. Aujourd'hui encore, ce mot résonne comme un serment silencieux, transmis de génération en génération.
Revenons sur notre tableau. La mémoire d'exil ou de marginalisation. Oui, alors le peuple gabonais se sent marginalisé chez lui, effectivement, donc on peut mettre oui. Le peuple écan, oui, aussi, à marginalisation, compte tenu de ce que nous avons vu tout à l'heure. La volonté de reconstruire une nation. Pour le peuple gabonais dans son ensemble, nous sommes déjà une nation. Nous avons appris à vivre ensemble. Y a-t-il une volonté de reconstruction nationale pour le peuple écan? La réponse est oui. Ce peuple a été divisé par la conférence de Berlin, comme nous l'avons vu précédemment. Et Mathias Nguema a porté le projet de création d'un État-fan à l'ONU. Donc, il y a une volonté, comme nous l'avons vu, de se réunir. Ensuite, la présence transfrontalière. Non pour le Gabon, oui pour le peuple écan, nous l'avons vu, qui est dispersé entre plusieurs pays. La représentation dans l'imaginaire de Josué. Elle est faible pour les Gabonais dans leur ensemble. Par contre, elle est très forte pour le peuple écan, éléphant du Gabon. En résumé, si Josué est celui qui conduit un peuple dispersé, stigmatisé, vers une restauration identitaire et territoriale, alors qui se reconnaît le plus dans ce parcours? Le peuple gabonais ou le peuple écan? Aujourd'hui, entre 1880 et 2025, 145 ans se sont écoulés. 145 ans d'attente, de dispersion, de tentatives avortées, de répression. Et voilà que l'histoire soudain semble reprendre son souffle. En 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema prend le pouvoir. Une simple transition militaire ou début d'un acte 3 longtemps suspendu. Un alignement inattendu se dessine. Au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, les leaders issus des peuples fans se tiennent désormais aux rênes du pouvoir. Hasard au rendez-vous de l'histoire, coïncidence ou stratégie mûrement pensée, une question brûle les lèvres. Le rêve d'un État transfrontalier fan, suspendu depuis 1972, serait-il en train de refaire surface? Et si oui, où le créer? Avec quel soutien? Et surtout, contre quelle résistance? Et là, je m'arrête, parce qu'à moi tout seul, je n'ai pas toutes les réponses. Mais je vais vous amener à vous poser les vraies questions. Souvenons-nous. Ce sont les colons français qui, historiquement, ont divisé le peuple écan à Berlin, réprimé ses chefs et ses rites, brisé ses élans d'unité et bloqué en 1972 la création d'un État-fan à l'ONU. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes puissances ou leurs héritiers politiques qui soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça signifie dans votre inconscient? À quoi ça vous fait penser? Le général Oligui serait-il le relais discret d'une vieille stratégie? Poursuit-il consciemment ou inconsciemment la méthode Bongo, c'est-à-dire canaliser les attentes des fans par des nominations symboliques, conserver le pouvoir réel pour lui à la présidence, neutraliser les ambitions fans d'unité transnationale, donner des titres mais jamais le pouvoir réel? Ça a été la stratégie d'Omar Bongo vis-à-vis des fans. Et pour ceux qui s'apprêtent à me citer les premiers ministres fans sous l'ère Omar Bongo, je vous arrête tout de suite. Le premier pouvoir, c'est le président de la République. Le second, c'est l'Assemblée nationale. Et le troisième pouvoir, c'était la Cour constitutionnelle. Premier ministre n'a jamais été un pouvoir. Il ne l'a jamais été sous l'ère d'Omar Bongo. Donc, le général Oligui Nguema ne serait-il pas plutôt en train de se servir de la blessure du peuple écan pour acquérir le pouvoir? Peut-on imaginer un État-fan dans l'Afrique d'aujourd'hui? Est-ce un rêve, une illusion ou une bombe à retardement? Et ceux qui y croient, sont-ils des extrémistes ou des simples héritiers d'un rêve à jamais réalisé? Et toi, Gabonais, Équato-Guinéen, Camerounais, Congolais, qui que ce soit qui écoute cette vidéo, qu'en penses-tu? Laisse-nous ton avis et partage-nous ta vérité. Nous voici au terme de cette analyse, et je ne peux pas la clore sans vous livrer le message le plus important. La vision que j'ai reçue, celle que Dieu m'a donnée est claire, mais elle est troublante. Celle d'un nouveau monde qui s'annonce. Le monde occidental s'effrite, ses fondations vacillent, et avec elles, les frontières héritées d'un ancien ordre. De nouveaux États naîtront, certains s'agrandiront en attaquant leurs voisins, et d'autres
disparaîtront. Les temps qui arrivent seront durs, mais vous devez garder espoir. Car il y a une loi que la nature elle-même nous enseigne. Avant le lever du jour, il faut traverser la nuit. Avant la renaissance vient l'épreuve. Et avant toute élévation, il faut passer par le feu. C'est ainsi que Dieu façonne ce qu'il appelle. Le feu purifie, il forge, il prépare, il répare. Et je crois, du plus profond de moi, que ce que nous traversons aujourd'hui, individuellement, collectivement et spirituellement, n'est pas une fin, mais un passage, une transition. Oui, certaines douleurs nous brisent, mais ce sont souvent ces douleurs-là qui nous enseignent le plus. Ce ne sont pas les moments les plus faciles qui nous ont élevés, mais ceux où nous avons eu sérieusement mal. Ceux qui nous ont forcés à voir autrement, à être autrement. Il y a des souffrances qui viennent pour détruire, il y en a d'autres qui viennent pour élever. Un mal pour un bien. Aujourd'hui, je veux te dire à toi qui m'écoutes que l'espoir est devant. Et peu importe le feu que tu traverses dans ta vie, le bonheur est au bout du chemin. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Car ce feu est celui qui prépare un renouveau. Quant à moi, le Seigneur m'a confié une mission, un travail profond, intérieur, exigeant, un travail d'une vie. Alors je vais me retirer, pas pour fuir, mais pour préparer ce qui arrive. Pas pour me taire, mais pour écouter celui qui m'envoie. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Un passage, lui aussi. Comme la nuit avant le jour, comme le feu avant la forme. Reste en paix, garde la foi et marche avec espérance. Nous nous reverrons. Mais d'ici là, que Dieu veille sur toi et tes proches et t'accompagne. Je te dis merci. Et si tu as apprécié le contenu, partage-le autour de toi pour que tous puissent entendre ces paroles. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.